CMA 1. Chers abonnés, bonjour et merci de nous rejoindre au programme de communication stratégique SENER. L'invité du jour est le directeur exécutif du Centre SENER d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat, le professeur Abdoulaye Nianga. Bonjour Monsieur Nianga. Bonjour. Suite à votre interview du 30 mai 2020, l'ambassadrice du Mali en Allemagne s'est posé de nombreuses questions. Alors, chers auditeurs, pour apporter des éléments de réponse aux interrogations de l'ambassadrice du Mali en Allemagne, Madame Oumou Salsek, le professeur est en face de l'équipe du programme de communication stratégique SENER. Alors, professeur, pouvez-vous nous résumer votre interview du 30 mai 2020? Bon, l'essence de l'interview est que le temps est arrivé au Mali d'appliquer le printemps malien. Que le système de médiocre gouvernance et la rupture du principe de leadership inclusif et partagé entre les organes de l'État fédéral et les institutions régionales, et en dehors de ça, le fait que le président Ibrahim Boubacar Keïta est en rupture de son propre mandat, car la loi 04051, en période de guerre, qui doit être une loi prioritaire pour son application, eh bien, Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de faire un choix dans les dispositions de cette loi pour l'appliquer. Et à travers la désignation de hauts fonctionnaires de défense dans les ministères et dans les institutions, et à travers la défense, son comité de défense qu'il a mis en place, qu'il préside. Mais il n'a pas daigné prendre l'organisation du gouvernement selon la loi 04051, suivant un système de défense stratégique de la nation qui permettait d'avoir un ministère de la défense civile que l'on disons, on a élevé au rang de ministère d'État, avec 6 à 8 ministères autour. Le ministre chargé de la défense économique élevé aussi au statut de ministre d'État, qui aura 6 à 8 ministères autour pour la coordination de la planification des relations internationales, et le ministère de la Défense, qui aura peut-être le ministère des Affaires étrangères à côté. Donc, depuis 1999, le Mali est doté de cette loi qui organise le gouvernement suivant un système de défense stratégique de la nation. Djogoni Maya ou les centres SENER n'inventent rien. Nous sommes des chercheurs et nous sommes spécialisés dans la recherche de solutions de rechange aux politiques existantes. Donc nous savons que nous sommes dans une crise institutionnelle et que nécessairement il faut des solutions de rechange pour sortir de ça. Et on a dit, si le président de la République respectait son serment, l'application de la loi 04051 habiterait à 3 ministères d'État. C'est le spécialiste de modèle qui vous le dit. C'est fonction d'une loi qui existe en République du Mali, qui était sous forme d'ordonnance qui était donc, nous avons dit qu'en réalité, toutes les conditions sont là, en plus de la crise répétée de rébellion, que toutes les conditions sont là pour aller vers le fédéralisme. Et que l'entente du 15 mai 2015, en annexe le document de l'accord d'Alger, pour qui est un analyste, vous trouverez que les régions sont élevées au stade de région-État et qu'ils doivent avoir une gouvernance indépendante, qu'ils doivent avoir leur souveraineté économique au niveau régional. C'est ce qui est dans l'avenant qui dit que sur chaque 5 kg par exemple d'or produit dans la région État de Kidal ou de la Zavan, ils ont 20 kg. Donc ça c'est l'expression de la souveraineté économique. Et l'expression de la souveraineté dans la gestion de la gouvernance se trouve aussi au chapitre 3, article 6 de l'accord, qui dit qu'il y a un président élu au suffrage universel et
des élites locaux, ici de la population locale, pour la gestion de leurs propres affaires. Je m'arrête à cette introduction longue qui peut-être piétine sur certaines questions. D'accord, professeur, dites-nous comment serait organisé l'État-nation du Mali et les régions-États? Sur le fédéralisme malien, est-ce que ça existe ailleurs? Non, mais Madame l'ambassadrice est représentante auprès de la République fédérale d'Allemagne. Donc, elle sait très bien qu'il y a une fédération. Le fédéralisme malien, il est sa caractéristique, est défini beaucoup plus par la loi 04051 que je viens d'évoquer plus haut. Donc, il y aura un chef de gouvernement entouré de 3 ministres d'État. Et le président de la République, en ce moment, en réalité, n'a ni le pouvoir économique que nous voyons maintenant d'un roi, il n'a ni le pouvoir financier, comme c'est le combat maintenant avec la femme du président dans les affaires. Donc, il y aura un président de la République, il y aura un premier ministre et ces 3 ministres d'État. Maintenant, au niveau de chaque région-État, il y aura un président de la région-État, plus un gouvernement de 14 à 18 ministres pour la gestion, qui sont des élites locaux, ici de la population locale, pour la gestion de leurs propres affaires. Eh bien, vous ne le trouverez peut-être nulle part, mais si vous partez aux États-Unis, il y a des élites locaux ici de la population, de la région ou de l'État. C'est les États-Unis qui prennent. Vous partez au Nigeria, vous trouverez le même modèle. Vous partez en France même, c'est plus ou moins reconnu le rôle des élites locaux, ici de la population locale. Donc, la structuration est très simple. L'État fédéral, n'est-ce pas, le fédéralisme à la malienne, la fédération des régions États-Unis du Mali, et chaque région a un président élu au suffrage universel direct. Il a un gouvernement de 14 à 10, que nous croyons optimal, et qui vont dépendre, qui seront en planification stratégique avec les 3 ministres, en fait, les 2 ministres d'État. Il s'agit de la défense civile et il s'agit de la défense économique. Et on est dans le fédéralisme en pratique. Les régions États unis de l'Azawad gèrent leurs propres affaires. Ils prennent des décisions en visant la charte de la CEMA. La charte de la CEMA. Et ils énoncent le reste des discussions. C'est comme ils ont interdit leur paillage dans les zones prévues pour leur paillage pour la production industrielle de l'or, et ils les ont envoyés dans le couloir d'orpaillage, et ils ont pris une décision. Ils n'ont pas demandé à la Direction nationale des mines pour faire ça. Ils n'ont pas demandé au ministre des Mines qui se trouve actuellement ici, parce que ça sont des institutions qui ne devraient pas exister, suivant la vision de déconcentration des institutions et suivant la vision de décentralisation. Il ne devrait pas exister au Mali ici. Donc, ce que je veux dire simplement, en pratique, les régions États-Unis d'Azawad sont dans la libre administration selon le statut, selon la formule de région-État. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de monter, c'est la pratique à l'heure actuelle au Mali. Vous avez les régions États-Unis d'Azawad qui ont leur gouvernance bien de plus en plus rodée. Ils ont la souveraineté économique, parce que l'avenant du 20 juin 2015 eh bien, leur donne 20 kg sur 700 kg d'or qui va être produit. Donc très bientôt, ils vont avoir la co-entreprise Sano en pratique avec une branche qui laissera 20 kg au reste du Mali, mais sur les 45 kg que le Mali va avoir, 25 kg sera retenu pour leur propre développement, pour la pratique de leurs propres affaires, et 20 kg reviendra au reste du Mali. Et la même chose va s'imposer à toutes les politiques territoriales minières au sud. Ils vont nous réveiller, nous qui sommes au sud ici, qui sommes en train de produire de l'or aujourd'hui, qui refusent d'aller à l'expropriation des sociétés multinationales. Donc, sur le papier déjà, sur
l'entente de Bamako du 15 mai 2015, Kidal va avoir sa souveraineté économique en marche. Et ils ont leur exécutif locaux ici de la population locale, donc qui prennent des décisions et ils ne demandent même pas au gouverneur qui est à Kidal que nous allons interdire leur péage ici, on va les organiser pour aller dans le couloir. Ils prennent la décision et le gouverneur la prend à posteriori. Et il n'a aucune décision pour changer cette décision. Le gouverneur de Bamako, qui est mis par le gouvernement central, par l'État fédéral, n'a aucune autorité pour mettre en cause ce que le président de la région État de Kidal prend comme décision. C'est en pratique. Qu'est-ce que le ministre a fait l'autre jour? C'est de faire une note et de protester qu'ils sont en train de faire. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais le ministre, le gouvernement de Bamako, le gouvernement fédéral n'a pas le droit de dire j'annule la décision prise par la SEMA. Ce n'est pas possible. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est d'aller vers une harmonisation. Au lieu que 2/3 du territoire soient gérés suivant une gouvernance administrative et politique, il faut que ça se généralise, que l'ensemble du Mali soit suivant la même gouvernance administrative et politique. Parce que l'article 2 de la Constitution ne permet pas de faire la distinction entre les Maliens. Et l'article 4 même de l'accord aussi dit ce qui est bon pour Kidal est bon aussi. Si c'est bon pour le reste du Mali, ça doit être appliqué. Or, c'est bon pour nous aujourd'hui que Kenya puisse avoir 150 milliards en appliquant la décision prise par la SEMA pour négocier entre le gouvernement central et la politique territoriale minière, d'avoir 20 kilos pour la politique territoriale minière. C'est bon pour nous. Mais on est dans la littérature intellectuelle, on aime beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit d'aller décider à l'action, on est frileux. Et je crois qu'on va se sortir de ça, parce que c'est une autre crise qui va venir dans le Ghana Sud. Mais que nous savons, le gouvernement dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta, le 4 août 1999, c'est lui qui est à la base du permis qui exproprie les collectivités territoriales minières, et au nom de qui? Au nom du cartel bancaire supranational, en particulier la maison Rothschild, la tête du serpent, qui est pour le développement de l'Afrique pour ses ressources naturelles. Donc les révoltes qui ont eu lieu, ils les ont élevées au niveau de rébellion. Ils ont dit la rébellion de Kenya, et ils avaient arrêté 55 personnes pour des mois en prison. Et en même temps aussi, ils ont envoyé les forces pour aller tuer des gens. Ils l'ont fait à Boudalé, à Yafoula, ils l'ont fait à Sadjola, dans la région de Kaï. Mais je crois que les citoyens vont se constituer en réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit, un devoir constitutionnel. Et il y aura des sacrifices certainement humains, parce que les autres n'accepteront pas qu'on puisse les exproprier de leur richesse, qu'ils conservent leur richesse, alors que la convention d'établissement permet maintenant, en cette période de crise, afin que les citoyens exproprient les sociétés multinationales, que d'ailleurs l'OCDE dit qu'il faut qu'ils disparaissent de la carte du monde. D'accord, professeur, merci. La troisième et la toute dernière question qui est en rapport avec la seconde. Professeur, ce type d'État est-il idéal afin de mettre fin à la crise sociale globale et sécuritaire au Mali pour la prospérité partagée dans la stabilité, la paix et la sécurité? Ben, vous avez donné les trépieds, hein. Stabilité, paix et sécurité. C'est l'architecture institutionnelle version 2.1 que je viens d'évoquer tantôt, qui est essentielle pour nous amener la stabilité, la paix et la sécurité. C'est selon une vision de relations co-entrepreneuriales susceptibles de nous faire venir dans la stabilité, dans la paix et la sécurité. Aujourd'hui, quand Kidal est laissée à elle-même pour gérer ses propres affaires, eh bien, Kidal n'a plus droit
et dire que c'est l'État central qui est responsable de sa pauvreté. Ce sont des élus locaux, ici de la population locale, pour la gestion de leurs propres affaires. Si la gestion de leurs propres affaires ne leur fait pas la stabilité, la paix et la sécurité, les citoyens doivent changer le leadership qui est là-bas. Ils doivent appliquer le printemps malien. Donc, nous avons la souveraineté économique. Le Mali a 45% de capacité de rétention de richesse de l'or, par exemple, ou bien de la richesse qui est créée par Malitel, Orange, ou toutes ces sociétés multinationales. On n'a plus besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. On a demandé d'appliquer le printemps malien au régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Comme au Burkina, le lendemain de se présenter pour avoir envoyé une délégation à Paris, ou au FMI, ou à la Banque mondiale, que parce que les caisses sont vides. Au contraire, les caisses vont être remplies d'une valeur ajoutée de 25%, parce que désormais vous aurez 45% de la richesse qui est créée. Donc l'or qui est en train de sortir, au moment où on est en train d'appliquer le printemps malien à Ibrahim Boubacar Keïta, ce or-là ne prendra plus la direction des nations européennes ou de l'Afrique du Sud, mais ils prendront la direction de l'aéroport de Bamako avec la Banque centrale du Mali. Donc, vous devenez riche instantanément parce que la richesse est en train de créer. Elle est en train de créer à toutes les secondes. C'est comme Orange, Malitel, c'est en train de créer par notre interview. Donc, c'est la répartition qui va changer et la répartition, elle est autorisée par le pacte international relatif aux droits économiques qui a pris 10 ans de négociations entre 1976. Donc, nous avons mis 8 mois à négocier l'accord et l'avenant est venu réaffirmer ce qui a été admis au niveau international pour la répartition des richesses en 1976. Donc, nous attendons qu'on puisse enlever l'obstruction qui constitue la gouvernance administrative et politique de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est une urgence. Si on ne le fait pas, les gens peuvent être surpris. La guerre économique mondiale que Hollande a voulu faire revivre à partir de là-bas de 1959 a été ratée. Mais sachez que la bataille mondiale de l'origine de propriété des terres agricoles est à la porte de Bamako, à Samako. Et que le 18 septembre 1999, tout comme le 4 août 1999, quand le gouvernement Ibrahim Boubacar Keïta a pris le permis d'exploitation de l'or de Morilan pour donner un rango de ressources enregistrées dans les paradis fiscaux pour la fraude, la dissimulation et le blanchiment, le 17 septembre, Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont extrait du parcellement de Samako 603 hectares où 150 familles étaient là-dessus en 1959. Aujourd'hui, c'est des milliers de centaines de ménages et cela peut, et c'est à Bamako Ouest, cela peut provoquer une guerre entre fratricides dans le sud de Bamako, dans les jours ou dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc, il est tout à fait normal d'appliquer le printemps malien à la gouvernance administrative et politique, foncière en particulier, de Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, pas demain. Plus on perd du temps, plus les risques d'une guerre civile à Bamako. Et donc, en dernier mot, la coordination nationale de veille stratégique et citoyenne interpelle les citoyens à se mobiliser pour sortir vendredi massivement et d'avoir la désobéissance civile avec la meilleure organisation
méthodes possibles pour qu'il n'y ait pas de diffusion de sang. Et si c'est vrai, d'après le Mounoukan, que Ibrahim Boubacar Keïta est allé dehors pour se soigner, bon, pour faire son check-up médical, eh bien qu'on le conseille de rester là-bas une bonne fois pour éviter l'effusion de sang. Parce que la détermination, la volonté est collective chez les citoyens de toute tendance. Ils n'ont pas une vision commune à coup sûr. Mais les gens de Bakary Touala ont intérêt à sortir pour d'autres raisons. Même ceux qui ont pris la responsabilité de l'initiative, le MLK a peut-être une vision différente de Imam Diko, mais ils sont unis par un petit bout, la démission du président de la République. Ce n'est pas le moment d'aller lire des papiers, d'aller négocier encore sur des tables. Non. Il y a un minimum qui unit. Mobilisons-nous, unissons dans l'action. Faisons partie Ibrahim Boubacar Keïta, le Centre sénégalais d'études stratégiques, aussi a initié des séries de mutualisation de connaissances tous les mardis, tous les jeudis, à partir de 16h jusqu'à 19h, où déjà nous avons vu tous les scénarios qu'il faut dans la transition. La transition, elle est préparée depuis 2012. Nous travaillons dans le gouvernement Yablon là-dessus. Donc il n'y aura pas de surprise. Cette fois-ci, nous savons où nous sommes en train de partir. Et il n'y a pas de remise en cause des acquis dans l'accord, que ce soit la régionalisation, que ce soit la souveraineté économique du Mali, il n'y a pas de remise en cause. Il faut avancer. La population, elle est fatiguée. Nous avons des modèles comme pour aller rapidement à l'application, comme cela d'ailleurs a été demandé plus ou moins au dialogue national inclusif. Mais aussi, nous avons toutes les raisons d'aller vers l'approfondissement de la stabilité et la fin de la réconciliation, et le début réel de la réconciliation. Vous n'avez pas besoin de passer votre temps à critiquer les gens de Kidal, alors que vous êtes dans une tâche intellectuelle qui ne vous permet pas de bouger, d'aller à l'action. Je vous remercie. D'accord, merci professeur. Alors, chers abonnés, nous sommes au terme de cette interview. Merci de votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À la prochaine.